Je n'avais jamais pensé revenir à Lyon. Pas pour y vivre. Encore moins pour reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Pourtant, me voilà, assise dans un train à grande vitesse, les yeux perdus sur les paysages flous qui défilent, à toute allure, comme si le passé que j'avais fui voulait me rattraper. Après des années passées entre Tokyo, Boston et Berlin, à travailler sur des projets d'ingénierie avancée et à bâtir une carrière que je pensais mienne, l'appel de mon père, Jean Fournier, avait tout bouleversé. Juste quelques semaines, Claire, j'ai besoin de ton regard technique, rien de plus. Il avait dit cela avec cette voix que je connaissais trop bien, calme en surface, désespérée en profondeur. Mon père n'était pas du genre à demander de l'aide, jamais. Alors j'avais su que quelque chose clochait. La Fournier Industries, entreprise fondée par mon grand-père et développée par mon père, traversait une crise sévère. Marché en mutation, technologie dépassée, gestion centralisée et archaïque. Les symptômes étaient clairs. Ce parti n'était pas seulement un problème de stratégie, c'était une agonie industrielle à peine dissimulée derrière les murs de l'usine de Vaise. J'avais promis à moi-même que ce ne serait que temporaire. Mais très vite, je m'étais prise au jeu. L'ingénieur en moi ne pouvait pas ignorer l'ampleur du défi. La fille, en revanche, restait sur ses gardes. Mon retour avait été froidement accueilli par certains cadres, certains proches de mon père qui voyaient en moi une menace plutôt qu'une aide. J'avais commencé par l'analyse des flux de production, puis j'avais proposé une refonte des chaînes en intégrant des systèmes cyberphysiques. J'ai introduit l'impression 3D métallique pour des pièces critiques, automatisé la logistique interne avec des AGV, véhicules autoguidés, et proposé un partenariat avec un laboratoire de recherche lyonnais pour adapter nos produits aux exigences de l'industrie 4.0. Les premières semaines furent un cauchemar. Résistance au changement, sabotage subtil, remarques sexistes à peine voilées. Mais j'avais tenu bon. Peu à peu, les résultats avaient parlé pour moi. Les délais de production avaient été réduits de 30%, les marges remontaient, et de nouveaux clients, impressionnés par notre modernisation, signaient avec nous. J'avais même réussi à recruter de jeunes ingénieurs brillants, motivés par l'idée de transformer une vieille boîte française en modèle de modernité. Mon père, silencieux au début, avait fini par m'accorder plus d'espace, sans jamais me promettre quoi que ce soit. « Tu fais du bon boulot », disait-il. C'était le maximum d'émotion qu'il pouvait exprimer. Je n'attendais plus de reconnaissance, j'étais focalisée sur le futur. Et le futur était prometteur. Le jour où nous avons franchi le seuil des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, il y eut un moment de flottement. Un silence de respect, d'admiration, peut-être, dans la salle de conférence. J'étais là, debout, devant les tableaux de bord projetés, et pour la première fois, j'avais senti que tout cela, chaque heure de doute, chaque conflit, chaque innovation imposée, valait la peine. Ce soir-là, mon père avait organisé une petite célébration au siège. Rien de pompeux. Juste quelques bouteilles de vin, des amuse-bouches et un discours sincère, presque émouvant. Je l'écoutais, ému malgré moi, en pensant que, peut-être, nous avions franchi une étape, que j'avais enfin trouvé ma place, ici, chez moi. Mais c'est précisément à ce moment-là que tout a basculé. Alors que les applaudissements se taisaient, que les verres s'entrechoquaient autour de moi, que l'on me félicitait comme une pionnière du renouveau industriel, mon père s'est éclairci la gorge, a demandé le silence et a dit « À partir de la semaine prochaine, la direction générale de Fournier Industries sera assurée par Camille. » Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Camille, ma sœur cadette, celle qui n'avait jamais mis un pied dans l'entreprise, celle qui voyageait de festival en festival, qui s'était essayée au théâtre, à la peinture, à la pâtisserie moléculaire, sans jamais s'ancrer nulle part, j'ai cru que j'avais mal entendu, que c'était une blague. Mais non, les regards s'étaient tournés vers elle, et ce que j'ai vu m'a transpercé. Camille me regardait, avec un sourire. Pas un sourire gêné ou reconnaissant, un sourire satisfait, comme si tout cela lui avait toujours appartenu, comme si elle avait attendu ce moment, patiemment, pendant que moi, je reconstruisais pierre par pierre un empire prêt à s'écrouler.
Je me suis forcée à sourire aussi. Je ne pouvais pas réagir. Pas devant tout le monde. Mais à l'intérieur, de moi, quelque chose s'était fissuré. Et je savais, avec une certitude glaçante, que ce n'était que le début. Je suis restée figée. Le verre de champagne à la main, ma mâchoire contractée, mon regard fixé sur cette scène irréelle. Les applaudissements avaient repris, hésitant d'abord, puis plus soutenus, comme si tout le monde avait compris un scénario que j'ignorais. Je regardais Camille recevoir les félicitations, embrasser notre père, rire doucement comme si ce rôle lui allait depuis toujours. J'étais spectatrice d'un théâtre grotesque dont j'avais pourtant été l'architecte invisible. Pendant qu'elle profitait de la lumière, moi, je m'étais brûlée dans les coulisses pour éviter l'effondrement. Les minutes suivantes se déroulèrent comme un songe inversé. Je marchais entre les invités, répondais aux sourires mécaniques, distribuais des phrases toutes faites, mais à l'intérieur j'étais vide. Ce n'était pas de la jalousie, c'était un vertige de trahison. Tout ce que j'avais fait, chaque stratégie, chaque décision, chaque nuit insomnieuse à recalculer des projections financières, balayé d'un coup, par une décision annoncée comme une évidence. Quand tout le monde fut parti, je suis restée seule un moment dans la salle vide. Les lumières étaient encore allumées, les verres à moitié pleins abandonnés sur les tables. Mon père m'a rejointe en silence. Il a pris une grande inspiration, s'est assis en face de moi et a dit « Je sais que tu ne t'y attendais pas, mais c'est ce que je crois juste. » Je ne répondais pas. J'observais chaque détail de son visage. Les rides creusées par les années, la fatigue dans ses yeux, mais aussi cette fermeté qu'il n'avait jamais perdue. Camille a un autre type de relation avec les gens. Elle comprend l'esprit d'équipe. Elle sait apaiser les tensions. J'ai ri. Un rire, sec, involontaire. Il ne s'agissait donc pas de compétences, ni d'expérience, ni de résultats. Il parlait d'empathie, d'intuition, de liens affectifs. Des qualités qu'on m'avait toujours reproché de ne pas valoriser. Tu es brillante, Claire. Tu l'as toujours été. Mais tu ne veux pas être aimée. Tu veux être respectée. Et parfois, ce n'est pas suffisant. Ces mots m'ont frappé avec la violence d'un coup de poing invisible. Il me parlait comme à une étrangère, comme à une consultante extérieure. J'étais de trop, encore une fois. Et tu penses que Camille veut être aimée plus que respectée? Tu penses que c'est ça, la compétence pour diriger une entreprise? Il a haussé les épaules, comme s'il avait déjà eu cette discussion 1000 fois, intérieurement, comme si sa décision n'était pas récente. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une décision impulsive. Ce n'était pas un coup de tête provoqué par l'émotion d'un événement. Cette annonce avait été mûrie, organisée, probablement discutée depuis des semaines, peut-être des mois. Et pendant tout ce temps, pendant que je reconstruisais, la Fournier Industrie, il savait. Il savait que je n'aurais jamais cette place. Je suis rentrée chez moi à pied ce soir-là. Je refusais de prendre un taxi, de m'asseoir, de m'arrêter. Le froid de la nuit me gardait lucide. Les images de Camille en CEO, de mon père justifiant l'injustifiable, tournaient en boucle dans mon esprit. Tout cela n'était pas seulement une injustice professionnelle. C'était une gifle familiale. Un rappel brutal que, peu importe mes efforts, mon rôle avait toujours été provisoire, utilitaire, remplaçable. En montant les escaliers de mon immeuble, mon téléphone a vibré. Un message de Camille. Une ligne, pas plus. J'espère que tu ne m'en veux pas. On en parle quand tu veux. J'ai éteint le téléphone sans répondre. J'avais toujours su que Camille vivait dans un monde parallèle. Protégée, choyée, bercée dans une bulle de légèreté dont je ne faisais pas partie. Mais ce soir, pour la première fois, j'ai perçu une autre facette de cette légèreté. La préméditation. Le lendemain matin, je suis arrivée au bureau plus tôt que d'habitude. Je devais continuer, pour moi, pour mes équipes. Je suis entrée dans la salle de réunion pour une session stratégique prévue depuis des semaines. Mon père était là, avec 2 membres du conseil, et Camille, assise à ma place. Ma place. Je n'ai rien dit. Je me suis assise plus loin, j'ai écouté, puis j'ai pris la parole, en m'appuyant sur les résultats des dernières semaines, sur les projections. Je voulais défendre une ligne claire, montrer qu'au-delà des décisions émotionnelles, l'entreprise devait rester
pragmatique. Mais à peine avais-je commencé que mon père m'a interrompu. « Claire, ce n'est pas ta mission. Tu t'occupes de la partie technique. Le reste, c'est notre rôle. » Notre, ai-je répété. Il a regardé Camille, puis moi. Camille et moi. La salle est devenue un étau. J'étais là, devant des directeurs, devant ceux qui m'avaient soutenu, et je devenais invisible en direct. Une mise à l'écart publique, une humiliation feutrée, mais brutale. En sortant, je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas la force. Mais alors que je marchais vers l'ascenseur, un des membres les plus anciens du conseil, Bernard Delmas, m'a tendu un petit papier. Je l'ai regardé, perplexe. « Vous savez plus que vous ne pensez » m'a-t-il dit, sans un mot de plus. Je l'ai remercié, presque machinalement, et j'ai glissé le billet dans ma poche. Ce soir-là, en le relisant chez moi, une sensation étrange m'a envahi. Et si cette histoire, cette nomination, ce retournement, n'était qu'une façade? Ce billet minuscule brûlait dans ma poche comme une énigme que je ne pouvais ignorer. Vous savez plus que vous ne pensez. Pourquoi Bernard m'aurait-il écrit cela? Qu'avais-je sous les yeux depuis tout ce temps sans m'en rendre compte? La nomination de Camille, si absurde en apparence, cachait-elle autre chose qu'un simple acte de favoritisme paternel? Je me suis mise à penser, à repenser, à remonter, et plus je fouillais ma mémoire, plus je réalisais combien cette situation actuelle n'était que l'apogée d'une longue construction, commencée bien avant que je ne mette les pieds dans le monde industriel. Depuis l'enfance, Camille avait été la princesse. Cela n'avait jamais été dit clairement, mais tout dans notre quotidien le confirmait. Elle avait droit aux caprices, aux écarts, aux erreurs. Elle tombait, on la relevait. Elle échouait, on l'encourageait. Elle hésitait, on lui offrait du temps. Moi, en revanche, j'étais celle qui devait tenir debout. Organisée, logique, performante. À l'école, mes carnets sans faute suscitaient un sourire discret. Les dessins tremblants de Camille devenaient des chefs-d'œuvre affichés sur le frigo. Je n'ai jamais jalousé cela. À l'époque, je croyais que notre équilibre familial fonctionnait ainsi. 2 rôles bien distincts, 2 manières d'exister. Mais à mesure que je reprenais le fil des souvenirs, un malaise grandissait. Ce que je prenais pour un simple déséquilibre affectif s'apparentait de plus en plus à une stratégie inconsciente. Camille était protégée. Mieux, elle était préservée. Moi, j'étais projetée. On attendait de moi que je réussisse, pour la famille. D'elle, qu'elle rayonne, pour l'image. Je me revoyais dans la cuisine, un jour de mes 15 ans, recevant les résultats du concours d'entrée au lycée, prestigieux. J'avais obtenu la meilleure note du département. Mon père, entre 2 bouchées, avait simplement dit « C'est ce qu'on attendait de toi ». À ce même moment, Camille entrait avec un gâteau raté dans les mains et toute la maison s'était illuminée autour de son exploit sucré. Je repensais aussi à nos étés. Moi, envoyée dans des camps scientifiques, des stages de robotique, encouragée à viser les grandes écoles. Elle, libre d'aller en colonies artistiques, de prendre des cours de théâtre, d'apprendre le piano sans jamais pratiquer. 2 vies dessinées par d'autres, dès le départ. Et pourtant, je n'avais jamais ressenti de haine pour elle. Peut-être un agacement, parfois, une lassitude face à ses extravagances, mais rien de comparable à la douleur sourde que je ressentais maintenant. Parce que cette douleur ne venait pas de Camille. Elle venait de mon père. Lui, qui avait toujours été si dur avec moi, sous couvert de m'élever. Lui, qui m'avait laissé croire que la compétence suffisait, qu'un jour, à force de travail, j'aurais ma place. Je pensais qu'il respectait ma rigueur, mon exigence, mes sacrifices. Mais non. Il m'utilisait. Mon retour à Lyon, ma restructuration, mes innovations, n'étaient qu'une parenthèse utile dans un plan déjà établi. Je me suis souvenu d'un déjeuner quelques mois plus tôt. Nous étions en terrasse, juste lui et moi, après une réunion difficile. Il m'avait dit « Tu es la tête, mais il faut quelqu'un pour être le cœur ». J'avais ri, croyant à une métaphore sans conséquence. Aujourd'hui, je voyais l'arrière-plan de cette phrase. Il préparait déjà Camille à prendre la relève. Il cherchait à justifier, à adoucir le terrain. C'est ce soir-là,
dans mon appartement silencieux, que j'ai décidé de chercher plus loin. Je n'allais pas accepter cette histoire comme une simple affaire de sentimentalisme familial. Bernard n'avait pas lancé cette phrase par hasard. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que je ne voyais pas encore, mais que je devais découvrir. Je suis retournée au bureau en pleine nuit. Je connaissais les codes d'accès, j'avais encore un badge actif. Je me suis dirigée vers les archives numériques, installées dans un serveur sécurisé au 4e étage. Ce n'était pas illégal. Pas encore. Je faisais toujours partie de l'organigramme, officiellement. Là, dans le silence bleuté des écrans, j'ai commencé à éplucher les rapports de gestion des 3 dernières années. Je cherchais sans savoir quoi exactement. Peut-être une incohérence, une trace d'influence de Camille avant même qu'elle n'apparaisse officiellement. Et au bout de quelques heures, j'ai trouvé un détail étrange. Des signatures. Dans des documents secondaires, des contrats de fournisseurs peu connus, apparaissait une signature familière. Camille Fournier. Pas comme témoin, ni comme destinataire d'informations. Comme signataire exécutive. Et cela, des mois avant que son nom ne soit évoqué publiquement au sein de l'entreprise. Je n'avais jamais été mise au courant. Personne ne m'avait informé de son implication, aussi discrète fût-elle. Comment cela était-il possible? Qui lui avait donné ce pouvoir? Pourquoi n'avait-elle jamais mentionné ses responsabilités? En sortant du bâtiment, le vent froid du matin commençait à souffler. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Je sentais que je m'approchais d'un point de rupture. Ce n'était plus une simple affaire de jalousie entre sœurs ou de préférence paternelle. C'était autre chose. Une manipulation. Un mensonge profond, tissé dans les interstices de ma confiance. Et tandis que je montais dans ma voiture, une idée me traversa l'esprit, fulgurante. Et si Camille, malgré ses airs d'innocente rêveuse, avait toujours su? Je n'avais dormi que 3 heures cette nuit-là. Mais l'insomnie ne venait pas de la fatigue mentale ou des calculs incessants que mon cerveau produisait en tâches de fond. Elle venait de cette découverte. Camille avait signé des documents avant même d'avoir un rôle officiel. Et personne, absolument personne, ne m'en avait informé. Ce n'était pas un oubli. C'était une omission volontaire. Un effacement calculé. Le matin suivant, j'ai décidé de confronter la vérité de manière directe. Une réunion du conseil était prévue, initialement pour présenter les performances du dernier trimestre, des résultats auxquels j'avais contribué directement. J'avais tout prévu, les projections, les économies réalisées, l'impact des technologies que j'avais introduites, les retours clients positifs. C'était censé être mon moment de légitimité. Une démonstration inattaquable de mon rôle dans le redressement de la Fournier Industries. Mais à peine avais-je commencé à parler que quelque chose de glacial s'est installé dans la salle. Mon père, assis au centre comme toujours, ne me regardait même pas. Camille, désormais officiellement présentée comme future CEO, feuilletait nonchalamment un dossier, comme si tout cela n'était qu'une formalité. Les autres membres du conseil évitaient mes yeux. Il y avait dans l'air une tension que je connaissais bien, celle qu'on impose avant d'abattre une sentence. Je projetais mes slides, exposais les résultats et posais une question stratégique sur la répartition des investissements pour le semestre suivant. J'attendais une discussion, une réflexion, peut-être une reconnaissance discrète. Mais mon père a levé la main, lentement, et a dit d'un ton tranchant : « Claire, ce n'est pas à toi de décider de ces orientations. Ta mission reste strictement technique. » Un silence s'est abattu. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai regardé, incrédule. « Technique ? Tu veux dire que tout ce que j'ai construit jusqu'ici, toutes les décisions que j'ai prises, ça ne compte pas ?» Il n'a pas répondu directement. Il s'est tourné vers les autres et a continué, implacable. « Claire a fait un excellent travail opérationnel. Nous lui devons la modernisation de notre outil industriel. Mais la stratégie d'entreprise, la vision, ça relève d'une autre sensibilité, d'un autre leadership. » Je n'arrivais pas à y croire. Il me reléguait publiquement au rang d'exécutante. Il réduisait mon rôle à celui d'un rouage, précieux peut-être, mais sans voix. Devant tous ces hommes et ces femmes que j'avais, convaincus par mon travail, il m'excluait symboliquement, sans ménagement. Camille, elle, ne disait rien.
Elle regardait la table, les mains jointes, l'air faussement neutre, mais je voyais l'ombre d'un sourire dans le coin de sa bouche. Elle savait, elle avait toujours su que ce moment viendrait, et elle le savourait en silence. Je suis restée jusqu'à la fin de la réunion, par fierté plus que par devoir. Mais à l'intérieur, tout se brisait. Ce n'était plus seulement de l'indignation, c'était un choc, une prise de conscience brutale. Je n'avais plus de place dans cette entreprise, pas parce que j'avais échoué, mais parce que le jeu était truqué depuis le début. Lorsque la séance fut levée, chacun commença à se disperser. Les conversations reprenaient doucement, comme si rien ne s'était passé. Je ramassais mes documents, les mains tremblantes, lorsque Bernard Delmas s'est approché de moi. C'était le doyen du conseil, respecté, discret, souvent silencieux pendant les débats. Il m'a tendu un papier, encore. Cette fois, sans mots. J'ai pris le billet, surprise. Il m'a regardé quelques secondes, puis a simplement hoché la tête avant de s'éloigner. Une fois seule, dans le couloir désert, j'ai déplié la note. Il n'y avait qu'une phrase. Une seule. Vous savez plus que vous ne pensez. La même que l'autre jour. Les mêmes mots, à nouveau. Mais pourquoi me les redonnait-il maintenant? Avait-il vu ce que je venais de subir? Essayait-il de me dire que cette humiliation n'était que la surface d'un mensonge plus profond? Était-ce un appel à la révolte ou une mise en garde? Je n'en savais rien. Mais ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas rester là, à encaisser. Pas après tout ce que j'avais construit. Pas après cette mise à l'écart calculée, publique, humiliante. Je suis rentrée chez moi, encore une fois, à pied. J'avais besoin de sentir le sol sous mes pas, de m'accrocher à quelque chose de tangible. Lyon, ses rues familières, ses ponts, ses quais, tout semblait identique. Et pourtant, plus rien n'était pareil. Ce soir-là, j'ai rouvert les dossiers. J'ai replongé dans les archives. J'ai commencé à reconstituer, pièce par pièce, l'histoire invisible de la Fournier Industries. Et dans cette mosaïque de contrats, de décisions et de signatures cachées, un chiffre a surgi. Un numéro, presque anodin, mais qui ne correspondait à rien dans nos bases habituelles. En le suivant, j'ai découvert qu'il menait à un bureau situé à Marseille. Une adresse discrète, sans lien apparent avec notre entreprise. Mais dans le contexte de tout ce que je venais de vivre, rien ne pouvait être ignoré. Et je savais, au plus profond de moi, que ce déplacement allait tout changer. Je suis partie pour Marseille dès l'aube, sans prévenir personne. J'avais réservé un billet de train dans la nuit, incapable de dormir, l'adresse griffonnée, sur un bout de papier serré dans ma main comme un talisman. Je n'avais aucune certitude, aucun plan, seulement cette intuition aiguë qu'il y avait là quelque chose de décisif, un morceau de vérité enfoui, dont la révélation changerait irrémédiablement le cours des choses. Pendant le trajet, les souvenirs de la réunion du conseil défilaient encore dans mon esprit. L'humiliation, la froideur de mon père, le silence complice de Camille. Et surtout, cette phrase répétée par Bernard, « Vous savez plus que vous ne pensez ». Elle n'avait jamais eu autant de poids. J'avais passé des semaines à me battre pour sauver l'entreprise. J'avais donné de mon temps, de mon expertise, de mon énergie. Et en retour, on m'avait évincé sans ménagement. Il était temps d'apprendre ce que l'on me cachait. L'adresse m'a menée dans le quartier des Docks, en pleine réhabilitation depuis quelques années. De vieux entrepôts transformés en bureaux modernes, des start-up installées à côté de cabinets d'investissement, des façades industrielles, conservées mais repeintes, comme si le passé n'avait jamais été qu'un décor. L'immeuble en question portait un nom banal, Bâtiment Horizon. À l'accueil, une hôtesse m'a demandé mon nom. J'ai improvisé, prétendant être attendue par un associé. Elle a haussé les épaules, distraite, et m'a laissé passer. Je suis montée au 4e étage, comme indiqué dans le fichier du contrat trouvé à Lyon. À la porte vitrée du bureau, une plaque gravée portait un nom inconnu, Altinor Partners. Aucun lien apparent avec Fournier Industries. Rien ne reliait officiellement cette entité à notre structure. Et pourtant, dans ce bureau impersonnel, j'allais découvrir l'une des pièces manquantes du puzzle. J'ai frappé, poussé par une audace que je ne me connaissais pas. Un jeune homme a ouvert, costume sur mesure,
Sourire professionnel, œil alerte. Je me suis présentée simplement Claire Fournier. Je cherche à comprendre les liens entre votre société et la Fournier Industries. Il a tressailli. Ce fut bref, presque imperceptible. Mais je l'ai vu. Il savait exactement qui j'étais. Un instant, je vous prie. Il m'a fait entrer dans une petite salle de réunion, m'a demandé si je souhaitais un café. J'ai décliné. Mon cœur battait trop fort pour avaler quoi que ce soit. Quelques minutes plus tard, une femme, d'une quarantaine d'années, est entrée. Élégante, droite. Son regard exprimait une maîtrise absolue. Elle s'est présentée comme directrice des opérations. Madame Fournier, je pensais que vous seriez informée. Mais puisque vous êtes là, je suppose qu'il est temps de clarifier les choses. Elle a ouvert son ordinateur portable et projeté un document sur l'écran. Le contrat. Le même que j'avais entrevu dans les fichiers internes de l'entreprise. Un accord de précession partielle des parts de la Fournier Industries à un groupe international, via une société, écran, Altinor Partners, et en bas du document, 2 signatures, Jean Fournier et Camille Fournier. Je me suis levée, abasourdie. Camille a signé ce contrat? Mais à quelle date? La femme m'a fixé droit dans les yeux. 8 mois avant aujourd'hui. 8 mois. Cela signifiait que ma sœur était impliquée dans cette transaction bien avant mon retour à Lyon, bien avant que je commence à restructurer l'entreprise. Tandis que je travaillais à la sauver, elle négociait sa transformation en filiale. Et quel est l'objectif de cette acquisition? Ai-je demandé, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Recentrer la production en Europe du Sud, réduire les coûts de direction, fusionner certains départements avec d'autres unités du groupe international. Votre nom n'apparaît pas dans la gouvernance proposée. Seulement celui de Camille. Chaque mot était un coup de plus. J'ai tout de suite compris. Je n'avais jamais fait partie du plan. J'avais servi à remettre l'entreprise à flot, à la rendre attrayante pour les investisseurs. Ensuite, on m'écartait. Camille prenait la tête. Et le reste n'avait plus d'importance. Je suis sortie du bâtiment sans un mot. Dehors, le vent marin me giflait le visage. Je marchais au hasard dans les rues de Marseille, incapable de m'arrêter. L'idée que ma propre sœur, que mon propre père, ait monté cette opération dans mon dos me rendait folle. Je n'arrivais pas à comprendre comment ils avaient pu me mentir si longtemps, comment ils avaient pu me laisser espérer une place alors que tout était déjà joué. Sur le chemin du retour, dans le train, je suis restée immobile. Les mots de la directrice résonnaient encore dans ma tête. Votre nom n'apparaît pas. Pas une simple omission. Une volonté délibérée de m'effacer. Ce n'était plus seulement une question de trahison familiale. C'était une exclusion stratégique. Et pire, une manipulation totale. Mais s'ils pensaient que j'allais accepter cela en silence, ils me connaissaient bien mal. Je savais, maintenant, ce que je devais faire. Je suis rentrée à Lyon le soir même. Je n'avais ni sommeil, ni appétit, ni énergie pour autre chose que la colère. Une colère froide, rationnelle, mais indomptable. Mon esprit tournait à pleine vitesse, recomposant les étapes, revoyant chaque scène depuis mon retour, les regards échappés, les décisions incohérentes, les silences de mon père, et, surtout, cette fausse candeur de Camille. Elle avait toujours semblé détachée, rêveuse, parfois même maladroite. Et maintenant, je savais. Ce détachement n'était qu'un masque. Une couverture parfaite pour quelqu'un qui préparait, dans l'ombre, un coup d'une ampleur méthodique. Le lendemain, je l'ai appelée, pas pour discuter, ni pour l'accuser, juste pour lui dire que je voulais la voir, en face, chez moi, à 19h. Elle a accepté immédiatement, sans poser de questions, trop rapidement. Elle savait. À l'heure dite, elle est arrivée, ponctuelle, vêtue avec ce mélange calculé de désinvolture et d'élégance. Jean était souvent habillé comme un dirigeant. Camille, elle, se présentait comme une artiste en exil. Mais ce soir-là, je lisais dans sa posture une assurance nouvelle. Elle n'était plus l'enfant protégé. Elle était la femme qui avait obtenu ce qu'elle voulait et qui n'avait plus rien à cacher. Je l'ai laissée entrer. Pas d'embrassade, pas de politesse. Elle s'est installée sans demander, comme si l'appartement était encore celui de notre enfance, comme si elle était chez elle. Je suppose que tu es allée à Marseille.
dit-elle avant même que je n'ouvre la bouche. Je me suis assise face à elle. Alors tu ne fais même plus semblant. Elle haussa les épaules. Pourquoi faire semblant, Claire? Tu sais tout, maintenant. Non, Camille. Je sais ce que tu as signé. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle me regarda, longuement. Puis, d'une voix posée, « Parce que c'est ma chance. Parce que j'ai toujours vécu dans ton ombre. Parce que tu étais la fille brillante, l'ingénieure, l'orgueilleuse. Moi, j'étais le décor, la distraction. L'enfant dont personne n'attendait rien. Je restais silencieuse. Ces mots, je les avais parfois soupçonnés, mais jamais entendus. Tu as sauvé l'entreprise, c'est vrai, mais elle n'était déjà plus vraiment à nous. Papa le sait. Il est fatigué, Claire. Il veut transmettre. Il ne veut plus se battre. Et moi, j'ai su l'écouter. J'ai compris ce qu'il voulait. Une transition douce. Une fusion intelligente. Pas une guerre d'ego. Une guerre d'ego? Tu crois que c'est ça? Ce que j'ai fait? Que je me suis battue pour exister, pour être entendue, pour redresser cette boîte à bout de bras, par ego? Oui, répondit-elle calmement. Parce que tu ne sais pas fonctionner autrement. Tu veux tout prouver, tout le temps. Tu veux qu'on te reconnaisse, qu'on t'élève. Moi, j'ai juste voulu créer un espace pour moi, un futur différent. Et je l'ai trouvé. Je la fixais, abasourdie. Chaque mot qu'elle prononçait était un miroir tendu vers une réalité que je refusais d'admettre. Mais il y avait autre chose, derrière ces paroles. Une froideur que je n'avais jamais vue chez elle. Une absence totale de remords. Et ce contrat? Cette vente partielle? Tu penses que c'est le futur de la Fournier Industrie? C'est le seul avenir possible. Avec les dettes qu'on traîne, avec la concurrence. Tu l'as redressée, oui. Mais ce n'est pas suffisant. Elle doit s'adosser à plus grand. Et moi, je suis prête à la faire évoluer. Sans passion, sans attachement stérile. Juste avec pragmatisme. Tu appelles ça du pragmatisme? Tu me rayes du contrat? Tu me mens pendant des mois? Et tu crois que c'est une décision saine? Elle me fixa sans trembler. Oui. Parce que si ton nom était là, tu aurais tout bloqué. Par orgueil, encore. Et je n'allais pas laisser passer ma seule chance de ne plus être l'ombre de Claire Fournier. Elle se leva. Pas par colère. Pas par fuite. Comme si notre échange était fini. Comme si elle avait déjà tout dit. Elle s'approcha de la porte, l'ouvrit, puis ajouta « Tu es libre de faire ce que tu veux maintenant. Mais tu ne m'arrêteras pas. » Puis elle partit. Je suis restée seule. Figée. Je ne savais pas ce qui me révoltait le plus. Sa trahison ou la lucidité froide avec laquelle elle la justifiait. Elle n'était plus ma sœur dans ce moment. Elle était une adversaire. Et je compris que je ne pouvais plus rien attendre. De cette famille. Le lendemain, j'ai convoqué 3 personnes de confiance. Des ingénieurs que j'avais recrutés, formés, soutenus. Je leur ai parlé d'un nouveau projet. D'une entreprise née de tout ce que j'avais appris. Une société bâtie non pour répondre à un héritage, mais pour en créer un nouveau. Je leur ai dit que je voulais construire une concurrente. Pas une copie, une révolution. Ils ont dit oui. Et c'est ainsi que naquit l'idée de C1. Une entreprise construite sur des principes radicalement opposés à ceux de la Fournier Industrie. Transparente, agile, visionnaire. Lorsque le nom a été déposé, certains fournisseurs ont cru à une blague, mais d'autres ont compris. Le C n'était pas qu'une lettre, c'était clair. C'était le commencement. Le lendemain de ma confrontation avec Camille, je n'ai parlé à personne. J'ai marché pendant des heures, dans les rues de Lyon, sous une pluie fine, en essayant de contenir la rage qui me consumait. Je ne pouvais pas retourner travailler à Fournier Industrie comme si de rien n'était. Chaque décision, chaque minute que je passerais là-bas ne ferait que renforcer la position de Camille et valider le choix de mon père. Il fallait que je reprenne le contrôle. Non pas pour me venger, mais pour me libérer. J'ai commencé par dresser une liste. Les gens en qui j'avais confiance. Ceux qui m'avaient suivi dans les périodes les plus difficiles, qui avaient cru en ma vision, pas seulement en mon nom. J'ai contacté 3 d'entre eux. 3 anciens collègues,
devenus des alliés. Un ingénieur en automatisation, une développeuse spécialisée en intelligence artificielle industrielle et un responsable de chaîne d'approvisionnement. Tous m'ont répondu sans hésiter. Ils savaient ce que j'avais fait pour Fournier, et surtout, ce que j'étais capable de faire ailleurs. Nous avons loué un petit local dans la périphérie de Lyon. Rien de luxueux, mais suffisant pour établir une base. Pendant 2 semaines, nous avons travaillé jour et nuit. J'ai posé les fondations d'un modèle totalement nouveau. Une structure horizontale, sans hiérarchie rigide, fondée sur la transparence des données, la co-conception avec les clients et une application radicale des technologies de l'industrie 4.0. Pas de politique interne, pas de favoritisme familial, juste de l'innovation, du respect et de la vision. Il me fallait un nom. Quelque chose qui ne soit pas une réponse à Fournier, mais une déclaration en soi. Et c'est là qu'est né C1. Le C, c'était pour Claire, évidemment. Mais aussi pour confiance, création, changement. Le One, c'était pour le commencement. Le premier pas, l'unité. Quand j'ai annoncé ce nom à mes partenaires, ils ont eu un instant de silence, puis des sourires complices. Nous savions tous que ce nom allait faire du bruit. Et en effet, il en a fait. Dès que les premières rumeurs ont circulé, certains fournisseurs m'ont appelé. Ils voulaient comprendre. D'autres, plus discrets, m'ont envoyé des messages de soutien. Ils avaient vu ce qui s'était passé chez Fournier. Ils savaient que la nouvelle direction n'était pas née du mérite, mais du calcul. Et ils savaient aussi ce que je valais. Lancer C1 n'était pas seulement une réaction, c'était une renaissance. Pour la première fois, je construisais quelque chose qui m'appartenait entièrement, et j'étais prête à défendre chaque centimètre de ce territoire nouveau. Le lancement de C1 avait provoqué plus d'écho que je ne l'avais anticipé. En quelques semaines, notre existence agitait discrètement le secteur. Rien d'officiel encore, mais dans les couloirs des salons industriels, dans les échanges informels entre fournisseurs, un nom revenait, le mien. Je n'étais plus la fille de Jean Fournier. J'étais Claire, celle qui avait dit non et qui avait osé construire ailleurs. Mais avec cette reconnaissance naissante vinrent les premiers obstacles. Des fournisseurs m'ont appelé, curieux, intrigués, mais hésitants. Ils me soutenaient en secret, mais refusaient de formaliser quoi que ce soit. Trop risqué, disaient-ils. Trop tôt. Je comprenais leur réticence. Fournier Industries restait puissante, et mes anciens partenaires avaient peur de perdre leur contrat si leur appui à C1 était révélé. Plus troublant encore, je reçus bientôt des messages anonymes, des menaces à peine voilées, des insinuations sur mon passé, sur mes choix, sur ma vie privée. Rien d'assez clair pour porter plainte, mais assez sournois pour m'inquiéter. Je savais que Camille n'agirait pas ainsi. Ce n'était pas son style. Mais je savais aussi que certains autour d'elle, plus discrets, pouvaient vouloir me neutraliser à leur manière. Puis, un coup plus dur arriva. Une ancienne collaboratrice de Fournier, que j'avais personnellement recrutée, lança un procès contre moi. Elle prétendait que je l'avais licenciée abusivement, que j'avais détourné des idées, volé des brevets. Tout était faux. Mais l'accusation était bien formulée, bien structurée et étrangement bien informée. Il était clair qu'elle n'était pas seule derrière cette attaque. Ce procès paralysa certaines négociations en cours. Des investisseurs potentiels se retirèrent. L'un d'eux me dit même, avec une fausse compassion, « Vous êtes brillante, Claire, mais vous devenez un risque. » Je commençais à sentir les murs se resserrer. J'avais lancé C1 avec passion et conviction. Mais je comprenais maintenant que le monde industriel ne laissait pas émerger une nouvelle force sans lui opposer toute sa brutalité. C'est dans ce contexte que je reçus un email. Pas d'explication, pas de signature, 3 mots seulement. J'ai les données. Je suis restée figée devant l'écran. Qui m'écrivait? Et de quelles données s'agissait-il? Était-ce un piège? Une autre tentative de déstabilisation? Ou bien un appel sincère? J'ai répondu sans attendre, demandant plus d'informations. Une adresse IP masquée. Un silence. Puis, 2 heures plus tard, une réponse.
Je peux prouver les irrégularités chez Fournier. Vous saurez quoi en faire. » Je ne savais pas qui était cette personne, ni ce qu'elle voulait. Mais une chose était claire. Je n'étais plus seule. Et peut-être, enfin, les cartes allaient commencer à se redistribuer. Le message venait d'un certain LS. Ce sigle, anonyme en apparence, me fit pourtant tressaillir. Il y avait un seul LS, que je connaissais et dont j'avais été proche autrefois. Luc Servant, un camarade de l'école centrale. Nous n'avions jamais été intimes, mais son esprit brillant et sa passion pour les données avaient laissé une trace en moi. Il travaillait alors sur des modèles prédictifs complexes. Après l'école, nos chemins avaient divergé. Je ne l'avais pas revu depuis 10 ans. Je répondis en prenant un ton neutre, curieuse sans être trop familière. Il confirma rapidement son identité. C'était bien lui. Et oui, il avait des données, des vraies, collectées en tant que consultant technique pour une filiale liée à Fournier. À l'époque, il n'avait pas fait le lien avec moi. Mais lorsqu'il avait entendu parler de C1, de la guerre familiale et de mon éviction, il avait commencé à recouper des informations. Ce qu'il avait découvert était préoccupant. Des mouvements financiers irréguliers, des contrats, passés à des sociétés écrans, et des transferts de propriété masqués sous des accords internationaux. En surface, tout semblait légal. Mais à l'intérieur, il y avait assez d'incohérences pour remettre en question plusieurs décisions clés de la direction actuelle. Nous nous sommes retrouvés à Paris dans un café discret. Il m'a montré son travail, les graphiques, les flux bancaires, les noms dissimulés derrière des entités juridiques. Tout pointait vers une orchestration soigneuse d'une revente partielle de Fournier Industries, bien avant que mon père n'en parle officiellement. Camille n'avait pas seulement signé un contrat, elle l'avait préparé avec des acteurs extérieurs à la famille. Luc était direct. « Tu peux tout faire sauter, mais si tu utilises ça, tu t'attaques à quelque chose de bien plus gros que ta sœur ou ton père. Tu vas déranger des intérêts puissants. Tu es prête à ça? » Je n'ai pas répondu tout de suite. Les implications étaient énormes. Je risquais une guerre juridique qui pouvait me ruiner ou me discréditer si je perdais. Mais l'idée de me taire, de laisser cette mascarade se poursuivre, m'était insupportable. J'ai pris le temps de tout analyser. J'ai consulté un avocat, discret, expérimenté. Il m'a confirmé que l'attaque était possible, mais dangereuse. Il faudra que tout soit étanche. Tu ne peux pas reculer une fois lancé. Alors j'ai décidé. Oui, je prendrai le risque. Pas seulement pour C1, mais pour l'honneur de ce que j'avais bâti, pour montrer que la compétence, la vérité et la rigueur avaient encore une valeur dans ce monde. Luc m'a regardé longuement. Il a souri puis dit « Alors faisons-le. » Nous avons commencé à tout préparer, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais plus en défense. J'étais en attaque. L'assemblée extraordinaire fut convoquée un jeudi matin. Salle comble. Actionnaires, membres du conseil, cadre supérieur. Camille, en tailleur sombre, mon père impassible à ses côtés. Moi, debout au centre, avec un dossier en main. J'avais préparé chaque mot, chaque document. Ce n'était pas une attaque impulsive. C'était une exposition méthodique d'une vérité que personne ne voulait voir, mais que personne ne pourrait ignorer. J'ai commencé calmement. Une brève rétrospective des dernières performances, puis les premiers éléments de doute, des écarts dans les bilans, des contrats incohérents. Le ton dans la salle a changé. On murmurait, on se regardait. Puis, j'ai projeté les preuves de Luc. Transactions douteuses, circuits de financement détournés, noms de sociétés offshore liées à des membres du conseil. Et au cœur de tout cela, Camille Fournier. Elle a tenté d'intervenir. Sa voix tremblait légèrement, mais elle gardait son aplomb. « Ces documents sont hors contexte, » disait-elle. « Il n'y a rien d'illégal ici. » Mon père, lui, restait muet, les yeux fixés sur la table, comme s'il découvrait tout cela en direct. Mais je savais qu'il savait. Il avait juste choisi de ne pas voir. Un membre du conseil a levé la main, demandant des éclaircissements sur les implications légales. Un autre, visiblement nerveux, a quitté la salle. Puis, une voix s'est élevée du fond. Un investisseur institutionnel, exigeant un gel immédiat des accords de fusion en cours. La salle, à ce moment-là, a basculé dans un chaos feutré. Ce n'était plus une simple réunion, c'était un tribunal. Je me suis tournée vers mon père.
Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais depuis le début ce que Camille faisait. Il a levé les yeux vers moi, lentement. Aucun mot. Juste un regard dur, fatigué, peut-être honteux. Il n'a rien dit. Il s'est levé, a réajusté sa veste et a quitté la pièce, sans un mot. Sans un regard pour Camille. Ni pour moi. Je suis restée seule face à elle. Les regards se tournaient encore vers moi, vers elle, vers l'écran où l'épreuve restait affichée. Camille s'est levée à son tour, a ramassé ses papiers, a murmuré « Ce n'est pas fini » en me frôlant. Puis elle est sortie. Ce jour-là, la structure de la Fournier Industries a tremblé. Les investisseurs ont suspendu leurs projets. Le conseil a exigé un audit complet. Et moi, pour la première fois, je n'étais plus celle qu'on écoutait à moitié. J'étais celle qui avait changé la trajectoire de l'histoire. Je suis sortie du bâtiment sans me retourner. L'air était glacial, mais je me sentais plus légère. J'avais affronté le cœur de la trahison. Et même si je ne savais pas ce qui allait suivre, une chose était sûre. Je ne faisais plus partie de leur jeu. Je dictais désormais mes propres règles. Les semaines qui ont suivi l'Assemblée furent d'un calme trompeur. Fournier Industries était plongé dans l'incertitude. Les audits s'enchaînaient, les médias financiers s'emparèrent de l'affaire, et les investisseurs prenaient leur distance. Camille ne faisait plus aucune apparition publique. Mon père, lui, avait complètement disparu du paysage. Officiellement, il était en retrait. Mais en vérité, il était dépassé. Le château qu'il avait bâti s'écroulait lentement, et il n'avait plus ni la force ni la légitimité pour en assurer la défense. Siwan, de son côté, attirait de plus en plus d'attention. Mon initiative n'était plus perçue comme un acte d'orgueil, mais comme un projet visionnaire. Des clients curieux nous contactaient, des fournisseurs faisaient volte-face discrètement, et même des anciens collègues de Fournier me proposèrent leur aide. Je travaillais sans relâche, mais avec une clarté nouvelle. Ce que j'avais créé n'était plus une riposte, c'était une alternative crédible. Puis, un jour, sans prévenir, mon père m'a appelé. Sa voix était rauque, plus lente qu'avant. Il voulait me voir. J'ai accepté, plus par instinct que par envie. Nous sommes retrouvés dans un petit restaurant discret, loin de la ville. Il était seul, amaigri, l'air abattu. Il a parlé sans détour. L'entreprise ne tiendra pas sans restructuration profonde. J'ai pensé à une fusion. Je l'ai regardé sans répondre. Une fusion entre Fournier Industries et Siwan, une nouvelle holding. Tu serais PDG. Je n'ai pas tout de suite compris. Lui qui m'avait évincé sans un mot, me proposait maintenant les pleins pouvoirs. Il a ajouté « Je ne te demande pas de me pardonner, mais il faut sauver ce qui peut l'être. Tu es la seule capable. » Il n'y avait ni chaleur, ni tendresse. C'était un appel au secours, nu, brutal. Il n'était pas venu en père. Il était venu en entrepreneur en faillite. Je l'ai écouté jusqu'au bout, puis j'ai posé ma condition. Il n'y aura pas de place pour Camille dans cette structure, ni au conseil, ni ailleurs. Et la gouvernance sera totalement réformée, professionnelle, transparente, sans nom hérité. Il est resté silencieux. Puis il a acquiescé. Je suis rentrée troublée. Cette offre, je ne l'attendais plus. Elle n'effaçait rien. Mais elle ouvrait une brèche. Une opportunité de redéfinir l'histoire. Pas pour moi seule, mais pour tout un secteur figé dans ses pratiques. 2 semaines plus tard, la fusion fut annoncée. La presse s'en empara avec frénésie. L'ennemi devient dirigeante, titré en certains. D'autres parlèrent de stratégie géniale, de renouveau à la française. Moi, je ne disais rien. J'avançais. Et au fond de moi, je savais que ce que je bâtissais maintenant était bien plus qu'un empire industriel. C'était ma propre légitimité, enfin reconnue. La création de la nouvelle holding, baptisée Claire One Industries, fut bien plus qu'un simple rebranding. Ce nom n'était pas une revanche, c'était une déclaration. Claire, parce que je n'avais plus à cacher qui j'étais. On, parce que c'était un commencement. Une entreprise unifiée, audacieuse, alignée sur des principes que j'avais moi-même définis. Le tout, dit avec élégance,
Ceux qui lisaient entre les lignes y voyaient une provocation. Moi, j'y voyais une réparation. Dès les premiers jours, j'ai instauré une gouvernance claire. Un conseil indépendant, composé de profils divers, compétents, extérieurs à toute logique familiale. Aucune fonction de direction ne serait désormais occupée sans critères stricts. Les processus internes furent numérisés, les circuits de validation revus, les anciennes pratiques balayées. La culture du silence et du non fut remplacée par celle de la transparence, de l'écoute et du résultat. Camille fut officiellement écartée. Aucun rôle, aucun droit de regard. Mon père ne s'opposa pas. Il savait que cette condition avait été posée dès le départ. Il s'effaçait peu à peu, se retirant du paysage comme un spectre d'un autre temps. Il avait accepté le prix de la survie de l'entreprise. Je n'éprouvais ni joie ni amertume, juste une paix étrange, distante, pragmatique. Avec ma nouvelle équipe, nous avons lancé une série de projets pilotes dans des régions industrielles abandonnées. Objectif, redonner vie à des pôles, techniques délaissées, en alliant savoir-faire local et technologie avancée. Les résultats furent rapides, concrets. Nous réduisions les délais, augmentions la qualité et surtout, nous redonnions du sens au travail de terrain. Lors de notre première grande réunion stratégique, entourée de mes nouveaux directeurs, je me suis tenue devant eux, fière. Pas d'un pouvoir conquis, mais d'une structure créée de mes mains. J'ai présenté notre plan de croissance, développement à l'international, lancement d'un laboratoire interne d'innovation et un programme de mentorat pour les jeunes ingénieurs françaises. Quand j'ai terminé mon exposé, il y eut un silence, puis des applaudissements francs. Ce n'était pas du respect automatique, c'était de l'adhésion. Mes idées n'étaient plus seulement écoutées, elles étaient portées. Un des partenaires, un ancien sceptique, me dit à la sortie « Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas seulement redresser une entreprise, c'est redéfinir les règles du jeu. » Il avait raison. Claire One Industries n'était pas une revanche. C'était une refondation. Le passé n'était pas oublié, mais il ne dictait plus ma trajectoire. J'avais repris ma place dans le monde, une place que personne ne m'avait donnée, une place que j'avais construite, pas à pas, contre toutes les attentes. Et désormais, c'était moi qui fixais les lignes à suivre. Quelques mois plus tard, par une matinée d'hiver claire et silencieuse, j'ai décidé de retourner là où tout avait commencé. La vieille bâtisse de Fournier Industries, avenue Berthelot, semblait inchangée. Les murs portaient encore les traces de l'histoire familiale, des décennies d'ambition, de conflits, d'héritage. Je n'étais pas venue en inspectrice, ni en PDG. J'étais venue seule, sans rendez-vous, comme une simple passante. J'ai poussé la porte d'entrée, désormais plus décorative qu'utilisée. Le hall d'accueil était vide. Je me suis avancée lentement, laissant mes doigts glisser sur les murs, sur les boiseries patinées, sur les cadres accrochés au hasard. J'y ai vu mon grand-père en noir et blanc, mon père jeune, Camille encore enfant, et moi, absente. Comme si j'avais toujours été une anomalie dans cette lignée. Mais je ne ressentais plus de colère, plus de blessures, seulement une distance apaisée. J'étais revenue, non pas pour récupérer quoi que ce soit, mais pour constater, pour fermer un chapitre. Je suis montée à l'étage, là où se trouvait autrefois le bureau de mon père. La porte était entr'ouverte. Rien n'avait changé. Le bureau massif, les classeurs alignés, l'odeur du bois ciré. Je me suis approchée de la bibliothèque, par simple réflexe. J'ai ouvert un vieux livre technique que je reconnaissais, vaguement. Et là, glissée entre deux pages, une enveloppe fine, jaunie. Elle portait mon prénom. Mon cœur a manqué un battement. J'ai ouvert avec précaution. C'était une lettre de ma mère. Elle n'était plus là depuis des années. Elle avait toujours été discrète, effacée, mais d'une douceur rare. Elle écrivait peu, mais dans cette lettre, elle avait laissé des mots que je n'oublierai jamais. Claire, tu es née avec une lumière que beaucoup ne sauront jamais comprendre. Tu ne seras jamais celle qu'on choisit facilement, mais toujours celle qui s'impose par évidence. N'attends pas qu'on te donne une place. Prends-la, bâtis-la, et surtout n'oublie jamais. Ne laisse jamais personne décider de qui tu es.
Montre-le toi-même. Les larmes me sont venues sans prévenir, silencieuses, chaudes. Ce n'était pas de la douleur. C'était un soulagement. Un point final venu d'un lieu inattendu. Je suis sortie doucement, refermant la porte derrière moi. Dehors, la lumière hivernale baignait les rues de Lyon d'une clarté pure. Clairone Industries prospérait, portait mon nom, mes valeurs, ma vision. Ce que j'avais reconstruit n'était pas qu'une entreprise, c'était ma liberté, mon identité, ma vérité. Et je savais, en m'éloignant de ce bâtiment chargé d'histoire, que je n'y reviendrais plus. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni à eux, ni à moi. J'étais enfin chez moi, partout où je choisissais d'être.